Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Voraz sur Radio IDFM 98 ou 98.fr avec Philippe à la technique. Avec Lucas à la technique. Bonjour Lucas. Ce matin 24 juin, pendant 30 minutes, voici le numéro 14 de notre émission Décryptons le monde, toujours en compagnie de notre chroniqueur géopolitique Gérard Vespierre, à travers son regard spécifique, méthodique et sa pédagogie sur les situations très diverses des affaires internationales. Bonjour Gérard. Bonjour Jacqueline. Pour commencer, vous nous proposez dans cette première partie d'émission d'analyser la situation du président turc Recep Erdogan, très présent depuis 3 ans sur la scène internationale. S'y mélange la décision turque d'approvisionner des systèmes russes de défense anti-aérienne, tout en étant membre de l'OTAN, l'intervention en Syrie, en Libye, les tensions avec la Grèce et plus récemment la participation turque essentielle dans la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Comment expliquez-vous, Gérard Vespierre, d'abord cette boulimie stratégique, puis ce calme revenu ? Commençons par la boulimie. Eh bien, en reprenant une expression gaulienne célèbre, on pourrait effectivement parler d'un vaste programme turc. Il faut savoir qu'en arrivant au pouvoir, l'AKP, donc le parti du président, était accompagné d'un compagnon de route universitaire, Ahmed Davutoglu, qui est d'ailleurs devenu ministre des Affaires étrangères et après Premier ministre de Recep Erdogan. Et Davutoglu donc a été l'auteur d'un ouvrage important intitulé « La profondeur stratégique ». Donc c'est lui qui a remis cette vision à jour d'une Turquie puissance, n'est-ce pas ? Et donc, en tout cas, sur le plan continental et sur le plan d'une vision globale. Et en plus, c'est accompagné à une autre vision, cette fois-ci maritime, autour d'une expression donc qui s'appelle, ou qui dit Mavi Vatan, la patrie bleue. Et donc on voit effectivement que là il s'agit d'une vision stratégique maritime issue d'un vice-amiral, le vice-amiral Cem Godenic, donc qui demande finalement la souveraineté sur 460 000 kilomètres de surface maritime supplémentaire, donc à comparer avec les à peu près 780 000 kilomètres carrés de la surface terrestre de la Turquie. Donc là, on retrouve cet appétit, ce retour ou ce rêve donc de l'Empire ottoman, qui donc a été déchu et défait, démantelé il y a pratiquement un siècle, à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc voyez-vous, les tendances historiques ont la vie longue et dure. Donc, et ces problèmes sont réels. Par exemple, il y a des îles grecques, n'est-ce pas, qui sont à quelques kilomètres seulement des côtes turques. Donc, et ce qui explique les tensions vis-à-vis des ressources gazières, par exemple. Donc, on a un ensemble de visions stratégiques, des ambitions personnelles d'un homme politique habile, donc Recep Erdogan, et 15 années d'expansion économique, donc qui mettent le pays à l'aise. Merci Gérard Vespierre de nous avoir brossé ce tableau stratégique qui explique le cadre politique et la vision que le président turc avait clairement en tête. Mais alors se pose aussitôt la question, pourquoi cette dynamique extérieure, comme on pourrait l'appeler, semble tout d'un coup arrêtée ? Gérard, comment expliquez-vous cela ? Eh bien, il y a rarement une seule raison pour laquelle des opérations stratégiques extérieures aussi diverses que complexes s'arrêtent. Je pense qu'on peut identifier 3 facteurs qui, cumulés, ont abouti à cet arrêt. Premièrement, on s'arrête tout bonnement quand on a atteint le but fixé. Donc, quand il s'agit des activités en Syrie, en Libye, en Grèce et en Arménie. Donc, il y avait des buts de guerre, entre guillemets, pour utiliser un vocabulaire géopolitique classique. Et une fois que ces buts de guerre sont atteints, eh bien, donc voilà, on peut éventuellement passer à autre chose. Deuxièmement, la situation économique
turque a connu un réel changement de tendance après 15 glorieuses. Il y a eu un basculement après 2015. Donc maintenant, cela fait bientôt 7 ans que l'économie turque est beaucoup moins glorieuse. Donc le souci devient plus intérieur. Et troisièmement, il y a des élections présidentielles qui se profilent en 2023. Vous venez de tracer un cadre très précis d'analyse en 3 thèmes très distincts. Peut-on reprendre chacun d'entre eux en commençant par ce que vous avez appelé les buts atteints? Bien volontiers. Nous pouvons commencer par la Syrie. Eh bien, là, il s'agissait donc d'avoir une compensation ou une limitation à l'intervention russe du 30 septembre 2015. Donc il s'agissait en Syrie, il s'agissait pour la Turquie de rentrer en Syrie de façon à, premièrement, protéger les populations qui étaient proches d'elle sur la frontière nord-est et surtout pour éviter que la différence donc kurde n'apparaissent trop violemment et que les Kurdes donc de Syrie n'aient envie d'avoir une autonomie encore plus avancée, ce qui serait un problème existentiel pour les 15 millions pratiquement de Turcs qui habitent de Kurdes qui habitent en Turquie. Donc il y avait ces deux éléments d'intervention en Syrie. Et bien maintenant que la situation est disons pratiquement calmée, voilà, on peut passer à autre chose. La Libye, eh bien, il s'agissait dans le cadre d'une alliance entre le pouvoir turc et les frères musulmans, d'aider les frères musulmans qui ont une part importante du pouvoir en Libye. Il y a derrière cela des richesses énergétiques, bien sûr, le pétrole libyen, et puis l'industrie turque est très active et il y a bien sûr un programme de reconstruction à prévoir. Donc à partir du moment où la communauté internationale a mis en place un programme de stabilisation de la Libye, eh bien là aussi on pouvait passer à autre chose. Enfin, concernant la Grèce, eh bien, les revendications, je crois, turques ont été comprises parce qu'il y a un élément de bon sens derrière. Le découpage géographique, effectivement, est particulièrement sévère contre les intérêts turcs. Donc maintenant, je crois que cette chose-là est bien comprise, cet élément est bien admis par la communauté internationale et il va falloir négocier. Et plus récemment, bien sûr, l'Arménie, en quelques petites semaines de guerre, eh bien, la Turquie a aidé l'Azerbaïdjan à reconquérir les territoires perdus au début des années 90 au bénéfice de l'Arménie. Donc voilà, on est à nouveau dans une position acquise. Toutefois, il y aura toujours des opérations sporadiques menées par la Turquie de façon ciblée contre le parti PKK, donc le parti des travailleurs kurdes, en Irak. Deuxième point, le retournement de la situation économique turque. Comment ce changement économique est-il intervenu ? Eh bien, de façon assez simple, finalement, depuis le début des années 2000, il y avait des négociations avec la Turquie pour se rapprocher de l'Union européenne. Donc, il y a eu un essor du commerce entre l'Union européenne et la Turquie qui accompagnait fort naturellement ces négociations. Et il y a eu un programme d'investissement très conséquent, puisqu'il s'agit de 587 milliards de dollars qui ont été investis donc par l'Europe et les États-Unis dans l'économie turque au cours de ces 15 ans. Les marges de l'industrie ne sont pas très importantes en Turquie et donc, parce que cela les rend très compétitifs, c'est à leur avantage, mais ça limite les capacités d'investissement. Donc c'est l'étranger, les investissements directs étrangers, les IDE, qui ont fait le travail. Donc le retournement eh bien, a eu lieu avec la décision d'acheter les fameux missiles S-400 de défense antiaérienne
russe. Donc les pressions de la Turquie sur l'Europe vis-à-vis des flux migratoires, donc ça a été aussi un moment de sanctions supplémentaires qui pourraient être impliquées à la Turquie. Donc tout cela a poussé à la chute de la livre, de la monnaie turque, et donc à l'augmentation de l'inflation. Donc cette tension globale ont bien sûr été accompagnées par pratiquement une disparition des investissements étrangers, auxquels s'est ajoutée une forte réduction de l'activité touristique liée au Covid, mais aussi avec les tensions qui ont eu lieu avec la Russie. Gérard, il nous reste à présent à évoquer l'aspect politique avec les élections présidentielles turques prévues en 2023. Alors, effectivement, il y a tout un processus politique qui a commencé avec la perte des élections municipales en 2019. Les deux principales villes, donc l'une économique, l'autre politique, donc Istanbul et Ankara, ont été perdues par le parti du président. Et Istanbul a même été perdu 2 fois, puisque dans un premier temps, la ville avait été passée aux mains de l'opposition. Il y a eu appel et un deuxième vote, dont les résultats ont été amplifiés par rapport au vote précédent. Donc, de 7 000 voix de majorité, l'opposition a eu 70 000 voix de majorité au deuxième tour, si je puis dire, aux deuxième élection. Donc, voilà, un basculement politique. Il y a eu à l'intérieur du parti du président, donc la célèbre AKP, des départs très substantiels. J'ai eu l'occasion d'évoquer le nom Davutoglu en début de notre échange. Et donc, ce fondateur de la vision et de la profondeur stratégique turque, qui est ancien Premier ministre, qui est parti et qui a fondé son propre parti politique, avec un nom tout à fait exemplaire, le Parti du futur. Donc, vous voyez, les choses sont claires. Et un ancien aussi vice-premier ministre, Ali Babakan, est également parti, et donc avec la même vision pour se préparer éventuellement sur le futur. Donc, à cela s'ajoutent des révélations très déstabilisatrice pour le pouvoir, avec un ancien grand responsable de la mafia turque, Sedat Peker, qui depuis quelques semaines donc lance des vidéos dénonçant les activités mafieuses des ministres. Donc on est dans une situation vraiment délicate, et c'est ce qui explique que Erdogan recherche des soutiens internationaux maintenant. Vous voyez, il est beaucoup plus affable avec l'Europe, avec les USA, et recherche bien sûr un accord avec l'Égypte. Mais cela pourrait peut-être être un peu tard. Merci Gérard pour cette analyse qui laisse entrevoir des temps agités à l'intérieur de la Turquie dans les mois à venir. Et nous comprenons peut-être mieux maintenant pourquoi ce relatif apaisement d'Erdogan vis-à-vis de l'Europe. On marque une pause avant de découvrir le second sujet de l'émission Décryptons le monde.